aventuriers. Je voulais justement faire un petit résumé sur quand même leur comportement qui tranche avec les habitudes des autres dirigeants qu'on a toujours vus et qui expliquent leur échec d'aujourd'hui. Depuis que quelqu'un comme Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, il n'a voyagé que 2 fois sur la Russie, 1 fois sur le Niger et 1 fois au Burkina Faso. Quand vous prenez quelqu'un comme Tiani, il n'a été que au Mali, au Burkina Faso et 1 fois au Togo. Terminé. Depuis 2 ans. Vous prenez Ibrahim Traoré, il a été en Russie 2 fois. L'avion présidentiel, russe a été envoyé avec escorte pour venir prendre aussi bien Traoré dans un premier temps que récemment Assimi Goïta. Et puis après ça, il s'est rendu où? Dans les 2 pays, plus le Ghana où il a été accueilli à Hérault. Le reste du temps. Donc je peux vous dire que lorsque vous vous consacrez à une cause commune, vous n'êtes pas un aventurier, vous n'allez pas être un touriste. Vous devez pouvoir télécharger toute votre personnalité sur le front qui permet justement d'épargner votre peuple là. Donc c'est pour dire qu'ils ne peuvent que réussir. Pourquoi? Parce que c'est des gens de terrain qui ont décidé de sacrifier leur vie pour la cause de leur pays. Leurs œuvres parleront aujourd'hui comme pour le reste de leur vie ou même après leur vie, plutôt que ce soit vous-même qui développez un égo. Et au milieu de tout ceci se trouvent donc des populations, les populations donc des 3 pays. Quel impact réel l'Alliance a-t-elle eu donc sur les populations? Est-ce que le sentiment d'unité et de solidarité régionale est aujourd'hui en perspective dans les sociétés civiles dans les 3 pays? Non, mais écoutez, je prends par exemple le cas donc de ce sondage qui a été fait. Voilà des pays qui normalement ont toujours été traités de pauvres, endettés, machin, en tout cas les plus pauvres, si vous voulez, de la sous-région, qui ont décidé de prendre une initiative. Et puis au bout de 2-3 ans, vous constatez que tout le monde parle justement de cette initiative-là, au point où c'est les pays les plus respectés aujourd'hui. Les chefs d'État des 3 pays, si vous constatez très bien, sont les dirigeants les plus respectés. Ce sont les stars de notre Afrique aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, cette histoire, ces éléments liés à la solidarité, etc., deviennent naturels. Parce qu'en fait, en 2-3 ans, ils ont déjà atteint ce niveau-là, ça veut dire que le reste du temps ne sera qu'un travail de c'est-à-dire qu'il n'aura que des ralliements. Pourquoi? Parce qu'ils ont montré qu'il est possible de réussir là où tout le monde, en tout cas les autres dirigeants ont échoué depuis 60 ans. Donc là, cette histoire liée à l'épanouissement de ces peuples, à la mutualisation des énergies, ces concepts-là qui étaient plutôt théoriques, alors que ce sont ces concepts qui avaient fondé, si vous voulez, la création d'une structure comme la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en 1975 et qui est restée malheureusement théorique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, ces pays de l'AES assument véritablement ces valeurs-là et je pense qu'il n'est plus question pour... Vous voyez, il n'y a même plus de visa, il n'y a pas... C'est-à-dire que tout se libère autour d'eux au point où la circulation des personnes et des biens est une réalité dans cet espace qui est devenu vraiment une référence pour notre sous-région. Après la création donc, de la Confédération, on apprend donc les 3 pays s'apprêtent à se retirer d'une nouvelle organisation internationale. Je pense donc notamment à la Cour pénale internationale, mais au moment où des organismes internationaux également dans leur rapport pointent du doigt des questions fondamentales, notamment la question des droits de l'homme, la liberté d'expression. Que faut-il comprendre? Mais sur le plan diplomatique, je n'avais pas évoqué ces éléments liés au retrait d'abord de la CEDEAO, ensuite de la francophonie. Et lorsque, vous voyez, l'Algérie, voilà, du G5 Sahel, lorsque l'Algérie a attaqué le drone malien, les 3 pays ont retiré leur ambassadeur de l'Algérie, etc. Donc ce sont des actes de solidarité. Et c'est ce qui fait que ces pays-là inspirent respect. Aujourd'hui, le 15 septembre, les ministres de la Justice se sont retrouvés à Niamey pour envisager la possibilité ou bien la perspective de création d'une cour internationale du Sahel. Ça, et attendez-vous à ce que demain, ces 3 pays-là sortent justement de la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes dans le concret... Une vision qui motive alors ce retrait? Mais bien sûr, c'est-à-dire que toutes les organisations internationales, toutes ces structures-là n'étaient que, si vous voulez, des paravents qui n'étaient pas dans la sincérité et qui ne travaillaient pas dans l'intérêt des peuples d'Afrique. Et donc, quand vous êtes pragmatique et vous savez très bien où vous voulez aller, vous n'allez pas vous conspirer ou vous coltiner avec des structures qui ne vous servent absolument à rien. Prenez le cas du G5 Sahel dont vous avez parlé. Pourquoi le Mali était-il sorti là? C'est que depuis 2014, où cette structure avait été mise en place, avec des objectifs clairs, qui est donc de lutter contre l'insécurité, l'instabilité, et puis même mutualiser
mobiliser les énergies pour pouvoir se développer. Il se trouve que la structure en question avait un problème d'abord de financement et ensuite de management. Et puis après, comble de malheur, on refuse au Mali de la direction justement de cette structure-là. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas être complaisant dans des structures pareilles, juste parce que bon, mais on veut avoir un nom et tout ça. Ils essayent de mettre en place des structures qu'ils managent par eux-mêmes, dont ils portent l'âme et l'aura, de sorte que rien ne puisse leur échapper et que les résultats soient véritablement assumés justement par ces États-là. Donc, ça veut dire que aussi bien la CPI que les autres structures, etc., qui sont complaisantes et qui ne servent absolument à rien, qui sont d'ailleurs même des structures réfractaires à l'épanouissement des peuples d'Afrique, on ne peut pas continuer à se continuer avec ces structures. Au même moment, on accuse ces pays d'occasionner des cassures quand ils quittent des organisations. Mais on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui compte pour ces États, et ce qui devait être le cas aussi pour nos dirigeants, etc., c'est l'épanouissement de leur peuple. Quels sont les créneaux par lesquels ils vont trouver les moyens de développer leur peuple, de développer leur pays et d'épanouir leur peuple? Voilà la question essentielle que tout dirigeant devait se poser. Et donc, à partir de cet instant-là, ils consacrent toute leur énergie à trouver des solutions pratiques et pragmatiques, avec des résultats mesurables. Vous voyez? Et donc, ce qui est tout le contraire de dirigeants que vous connaissez dans la sous-région, où jusqu'à présent on est en train de voltiger et de naviguer à vue, tout simplement. Vous voyez? Et donc, que cela disloque des structures à l'international ou pas, on s'en fout royalement. Ce qui compte pour les dirigeants de l'AES, c'est de pouvoir faire du chemin et d'inspirer leur peuple et de les épanouir et de faire en sorte qu'ils deviennent vraiment des modèles. On est presque à la fin de cette émission, mais le Mali préside donc l'AES jusqu'en décembre 2025 et 2 ans après sa création, l'Alliance des États du Sahel. Donc, comme vous le disiez, tantôt fascine au-delà de ces frontières. Un sondage donc exclusif réalisé par Jeune Afrique qui révèle que malgré les critiques officielles et les mises en garde occidentale, les opinions publiques ouest-africaines plébiscitent donc ce bloc sahélien. L'AES donc s'impose finalement comme un laboratoire d'une nouvelle ère géopolitique africaine. À ce stade, faut-il maintenir le cap ou chercher à faire plus? Oui, c'est important. Je pense que vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais notre vocation, je pense, est de tendre vers la perfection. On doit pouvoir saluer cette initiative, en tout cas les efforts qui ont été consentis par ces chefs d'État pour atteindre des résultats aussi flamboyants et marquants. Mais au même moment, le cap doit être maintenu. Je pense qu'à cette étape-là, il va falloir, puisque justement les conspirateurs ne démordent pas, puisque les ennemis continuent donc de se mobiliser pour pouvoir atteindre ce pari justement, de les amener à douter de l'efficacité, en tout cas de leur capacité à couper tous les cordons qui nous engluent dans la léthargie actuelle, il va falloir qu'ils redoublent de vigilance. Il me semble que c'est l'occasion ou jamais pour ces dirigeants-là de travailler à nouveau sur le narratif à servir au peuple. Parce que là où ils ont reçu, je l'ai dit, c'est d'abord la mobilisation des consciences. Sur ce plan, il va falloir retravailler le principe de la communication. La communication, c'est-à-dire qu'il leur faut des créneaux les plus porteurs possibles. Optimiser les créneaux existants, les réseaux sociaux, etc. Faire en sorte qu'ils puissent trier, si vous voulez, des leaders d'opinion qui sont véritablement engagés en tout cas pour cette cause-là, et qui travaillent à mobiliser constamment les consciences. Parce que justement, lorsqu'il y a des incursions de temps à autre, par exemple, au Mali, cela crée le doute dans l'esprit des citoyens. Or, l'arme principale du dirigeant qui veut réussir, c'est son peuple. Et donc ça veut dire qu'il y a un travail de base très important à mener là-bas. Je pense que le deuxième sommet de la conférence des pays, des chefs d'État de l'AES aura lieu en décembre. Il va falloir trancher avec toute la routine et la monotonie qu'on voit dans les sommets inutiles auxquels la CEDEAO et d'autres pays, les pays de l'Afrique, nous ont habitués. Faire en sorte que chaque occasion de rencontre soit un déclic où on remobilise les consciences avec des idées nouvelles, avec des perspectives nouvelles, avec des actions nouvelles et en même temps limiter, si vous voulez, les dissensions internes. C'est vrai, ce n'est pas facile de mouler les gens dans une même vision. Les gens sont là dans les calculs partisans, dans les calculs politiques, etc. Mais le dirigeant est quelqu'un qui se sacrifie toujours pour son peuple. Il ne faudrait pas qu'il démorde face à tout cela, parce que justement le défi ne concerne pas que les pays de l'AES, mais ça l'ensemble des pays de l'Afrique. Pour vous, l'AES, un pari gagnant? Pardon? Un pari gagnant, là, bien sûr. Mais il est plus que gagnant. Vous voyez avec quelle énergie et quelle fierté j'en parle. Parce que je l'ai dit, tous les actes que les pays de en tout cas la vision qui est portée par ces chefs d'État-là, est une vision qui est inhérente à la nature humaine. L'épanouissement, la liberté, l'indépendance, la possibilité de réfléchir et de parler par soi. Voilà ce qui caractérise en fait l'espèce humaine. Et si on a été étouffé
pendant autant de temps, c'est comme si nous étions là pour vivre par procuration. Aujourd'hui, à travers les actions, nous constatons qu'on a cette possibilité de rêver. Cet espoir qui a été créé dans l'esprit des citoyens d'Afrique dans leur ensemble est une clé essentielle. Maintenant, il faudrait que tous les peuples de cette sous-région s'harmonisent, en tout cas, se mobilisent autour de la cause de l'AES.